Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Nous sommes aujourd'hui mercredi 10 février 2016 et pour les catholiques c'est le mercredi des cendres, lendemain du Mardi Gras qui est un jour de pénitence marquant le début du carême. Une mission de haut niveau du Millennium Challenge Corporation en visite en Côte d'Ivoire 2 mois après la délégation d'éligibilité du pays au Compact Programme. Hier matin, le Premier ministre a reçu en séance plénière la mission MCC des membres du gouvernement. Plus que quelques efforts pour permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier de cette initiative du gouvernement américain. On en parle avec Christelle Menon. 2 jours pour créer les conditions d'élaboration du programme Compact de la Côte d'Ivoire, et cela 2 mois après la déclaration d'éligibilité de la Côte d'Ivoire à ce programme. C'est l'ultime palier du Millennium Challenge Corporation et la Côte d'Ivoire n'a plus que quelques indicateurs à mettre au vert. Les membres du gouvernement et la mission de haut niveau du MCC en visite en Côte d'Ivoire plancheront sur 4 priorités. Le système de collecte des impôts, l'adéquation entre la formation et l'emploi, l'accès aux terrains industriels et la mobilité des biens et services. Cette mission de haut niveau du programme Compact du MCC coïncide fort heureusement avec le nouveau cycle de programmation du Plan national de développement 2016-2020. Ce plan traduit l'ambition d'accélérer la croissance et le développement de la Côte d'Ivoire à travers notamment la poursuite des réformes structurelles et sectorielles et la mise en œuvre d'un important programme d'investissement évalué à 30 000 milliards de francs CFA, dont au moins 60% sont attendus du secteur privé. Des projections qui puisent leur faisabilité dans un grand nombre de réformes engagées par la Côte d'Ivoire sur les plans politiques, socio-économiques et des finances publiques. Ces réformes lui ont déjà valu d'être éligible au Threshold Programme en 2015 et lui permettent de prétendre à d'autres initiatives américaines. Des opportunités pour booster une croissance économique déjà très enviable. 9,8% de PIB en perspective pour 2016. Direction San Pedro, où la mauvaise condition de production et de vente de pain a conduit les agents de la direction régionale du commerce de cette localité à saisir le matériel des boulangeries. À Honorine Agnigori. Des balances à peser et des centaines de baguettes de pain ont été saisies récemment dans certaines boulangeries de la direction régionale du commerce de San Pedro. Motif: le non-respect des poids réglementaires des pains tels que arrêtés par la direction de l'alimentation et de la qualité. Selon la caractéristique requise, la baguette de pain a un poids compris entre 193 et 228 grammes. Et pourtant, de nombreux boulangers de San Pedro présentent à la pesée des baguettes de pain dont le poids est d'environ 140 grammes, au dire de l'agence ivoirienne de presse AIP. Autre problème, la plupart des boulangeries visitées continuent de donner le pain à des femmes qui vont les chercher dans de grandes cuvettes. Elles les revendent à la sauvette, dans les rues, les marchés ou en faisant du porte-à-porte, sans aucune précaution d'hygiène. Toute chose que déplorent les responsables des directions régionales de commerce de San Pedro et de la Nawa qui ont supervisé l'opération de contrôle. Ils annoncent des sanctions pécuniaires contre les fautifs. Une situation qui n'arrange pas les populations. Selon l'agence ivoirienne de presse AIP, le ministre du Commerce a pris en juillet 2014 un décret portant organisation de la distribution et de la vente de pain, en interdisant la vente ambulante du pain. Le gouvernement est préoccupé par la modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire. L'Office national d'identification et les représentants des différents ministères concernés par la question se sont retrouvés hier mardi. Il s'est agi de jeter les bases d'une approche concertée et cohérente pour un état civil beaucoup plus fiable en Côte d'Ivoire. Compte rendu, Michel Digri. La gestion de l'état civil en Côte d'Ivoire n'a pas toujours été aisée. Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés au fil des années, notamment sur la question des déclarations de naissance. Quand on a fait les audiences foraines passées, on a vu que les gens étaient sans documents administratifs. Vous voyez des gens qui sont bien respectables, mais quand vous leur demandez de présenter leurs documents administratifs, ils n'en ont pas, malheureusement. Et les enfants ne sont pas déclarés, bien que l'État ait fait des efforts pour que les agents secondaires d'état civil soient pratiquement dans tous les villages.
Et pourtant, l'importance des déclarations des faits d'état civil n'est plus à démontrer. Sans acte d'état civil, vous ne pouvez pas avoir de carte nationale d'identité, vous ne pouvez pas avoir de passeport, vous ne pouvez pas avoir accès à la fonction publique, vous ne pouvez pas avoir accès à l'assurance maladie universelle. Plusieurs acteurs interviennent dans le domaine de l'état civil sans véritable coordination. C'est pour remédier à cette difficulté et conduire de façon efficiente la nouvelle vision du gouvernement en matière d'état civil que s'est tenue cette rencontre. Il s'agit pour l'Office national d'identification, en tant que structure en charge de la modernisation de l'état civil, de rapprocher ces différentes structures, de fédérer leurs énergies, de créer l'interdépendance entre ces structures-là et conduire notre état civil pour le sortir des difficultés qu'il connaît. Les rôles et responsabilités des différents acteurs de l'état civil en Côte d'Ivoire ont été présentés au cours de cette réunion. Les bases du cadre de collaboration également définies, avec en ligne de mire les nouvelles orientations pour la période 2016-2020. D'aucuns les appellent des marcheurs, d'autres encore margouillas. De toute façon, quoi qu'il en soit, donc, les intermédiaires devant les services publics sont de plus en plus nombreux aux abords des administrations. Ils proposent leurs services contre de l'argent, une situation qui met à mal les prestations des administrations en public. Incursion donc dans leur univers. Ils sont de plus en plus nombreux, ces démarcheurs qui proposent leurs services à des usagers dans les administrations publiques. Ici, devant le palais de justice, au plateau, certains acceptent de livrer leurs secrets, mais en gardant l'anonymat. La signature, bon, là-bas aussi il y a business. Tu peux leur donner 500 pour qu'on fasse signer vite ton papier. Donc c'est comme ça que ça se passe. Nous, on dépose normal, quand on dépose il y a 2 semaines, c'est pas sûr que ça sort. Donc, nous sommes là, c'est pour aider les autres. Le certificat de nationalité à la caisse, c'est 3 000. Maintenant, on prend 6 000. Et on paye les 3 000 à la caisse. Maintenant, on donne 2 000 dedans là-bas pour gérer, nous on gagne 1 000 francs dessus. Ces démarcheurs sont souvent des personnes sans emploi à la recherche de leur gagne-pain. D'autres, par contre, sont de véritables arnaqueurs. Ils vous mettent en confiance et puis ils font plutôt le contraire. J'ai été victime de ça une fois. Bon, souvent, tu viens dans une entreprise pour venir déposer tes dossiers. Eux, à ta grande surprise, tu tombes sur des démarcheurs. Tu les donnes et puis tu payes plus. Tu es là, on ne t'appelle pas. Donc quand tu reviens à l'entreprise, tu viens, tu t'informes, tu trouves que c'était le monteur. Ce système n'est pas appréciable. Cela est même dû à la lenteur de l'administration. Le phénomène met en mal le fonctionnement de l'administration publique en Côte d'Ivoire. Certains responsables des services publics se plaignent, mais sans vouloir s'afficher. Le vrai problème, c'est la méconnaissance de l'appareil judiciaire. Si quelqu'un veut faire son certificat pour aller passer son concours, et puis il arrive, on lui dit tu reviens dans 2 semaines. Le concours a lieu dans 1 semaine. La seule chose qu'il peut faire, c'est de trouver quelqu'un qui est en train de tourner même autour du palais, qui lui dit non, je peux t'aider parce que je connais quelqu'un là-bas. Ou bien lui-même dit non, je suis là. Il prend l'argent, il disparaît. L'autre s'en va, il vient, il l'appelle, c'est fermé. Donc c'est un exemple concret. Les gens qui rôdent là, on essaie de les chasser. Malgré toute la sécurisation, il y en a qui s'infiltrent. Et qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils vont produire de faux actes. Il y a plein que nous avons mis entre les mains de la police. Que les usagers comprennent tous les actes qui sont produits et qui viennent de ces magouillas-là du dehors sont de faux actes. Quand vous arrivez, vous venez systématiquement au guichet et vous déposez votre acte à faire reproduire et nous vous délivrons un ticket. S'il est vrai que les démarcheurs ont été déguerpis devant l'ONI, Office national d'identification, l'on constate encore leur présence aux abords de plusieurs services publics. La lutte engagée par l'État n'a pas encore d'effet dans toutes les administrations. 4 500, c'est le nombre de victimes des crises qui doivent être prises par le Programme national de cohésion sociale depuis son lancement en août dernier. Le processus se poursuit et c'est un petit garçon de 8 ans qui a subi une opération chirurgicale récemment au CHU de Treichville après avoir reçu lors de la crise plusieurs éclats d'obus dans le corps. Salima Toudia et Christelle Menon. Dylan est certes sur un lit d'hôpital, mais il est tiré d'affaire selon les médecins. 7 éclats d'obus viennent de lui être retirés de la tête et du corps après une opération chirurgicale effectuée vendredi dernier au CHU de Treichville. Dylan se porte mieux.
Tu arrives à manger? Oui. Tu arrives à bien manger? Oui. Ça t'a fait mal? On s'occupe bien de toi ici? Tu es content? Il avait seulement 3 ans dans la nuit du 12 au 13 mars 2011 lorsqu'un obus éclate dans la cour familiale, raconte un proche. Dans la nuit du mardi à mercredi matin, il m'a trouvé pour dire c'est sa maman qui est arrivée. Il y a un obus qui est tombé chez eux, mais qu'il y avait le petit, leur maman et puis sa soeur qui avait été touchée. J'ai constaté les dégâts que ça avait causé. Il avait sa petite soeur mais qui avait eu un problème au niveau de la tête par l'obus. Et l'enfant, il avait tous ces cicatrices qui étaient sur lui. Bon, on était vraiment, il faut reconnaître que c'était un peu difficile. Bon, ça fait pas mal de temps. Chaque fois, l'enfant a toujours des petits trucs dans le corps. Dylan peut à présent sourire, il est libéré. Une opération qui a pu se réaliser dans le cadre de la prise en charge des blessés des crises. Et c'est Maria Toukoné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, qui s'est elle-même rendue au chevet du petit Dylan. Aujourd'hui, par la grâce des services du CHU de Treichville, quelques balles ont été extraites. Il en reste encore parce qu'on ne peut pas tout extraire en même temps. Et on espère que très bientôt, il n'aura plus de balles dans son corps et qu'il pourra vivre comme tous les autres enfants. Donc cet enfant a subi un traumatisme aussi bien physique que psychologique. Vous comprenez, tout le monde est décédé. C'est triste. C'est un enfant qui sera totalement pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. 4500 victimes, dont 3500 ayant droit des victimes décédées et 1000 blessés continuent d'être indemnisés dans le cadre de la phase 1 du programme démarré en août dernier. Plusieurs experts de la cybersécurité de l'espace francophone sont en Côte d'Ivoire depuis lundi sur initiative de l'Organisation internationale de la francophonie. Ils tiennent une rencontre en vue de renforcer la cyberprotection de la zone. Hier mardi, ils étaient à la direction informatique des traces technologiques au programme Partage d'expériences. Alexis Ouedraogo. Les Européens ne sont plus les seules victimes des cyberdélinquants. Aujourd'hui, ils prennent pour cible des personnes un peu plus proches d'eux. En 2015, en Côte d'Ivoire, sur 1409 plaintes de cyberescroquerie, plus de 1093 victimes étaient ivoiriennes. Coût du préjudice, 3 milliards 900 millions de francs CFA. Pire, les arnaques peuvent être vicieuses. La jeune fille âgée d'à peine 15 ans qui a été victime d'un chantage à la vidéo et n'ayant pas les moyens de pouvoir payer financièrement le cyberdélinquant, elle a été obligée de devenir son objet sexuel. Et elle est venue ici porter plainte le jour où celui-ci lui a demandé de coucher avec tous ses amis. Autre point notable, entre juin et juillet, période équivalente au congé scolaire, la cybercriminalité connaît un pic. En cause, des élèves qui, le temps des vacances, s'adonnent à ces pratiques malsaines. L'état des lieux a été présenté aux experts du cyberespace francophone en visite dans les bureaux de la PLCC. La DITT oppose à ces délinquants des technologies pour venir appuyer les enquêteurs, mais également une forte dose de sensibilisation pour aider le grand public à comprendre, mais également faire comprendre aux délinquants qu'ils encourent de grosses peines quand ils ne font pas attention ou quand ils font mal aux victimes. Un procédé salué par les experts venus voir de près le modèle ivoirien. Nous avons vu tous les efforts qui ont été faits en termes de sensibilisation. Le souci, c'est la réponse répressive face à la cybercriminalité pour que le brouteur ne puisse pas être regardé comme un monsieur cool, mais qu'il soit vraiment vu comme un délinquant. Au cours des échanges, la nécessité de renforcer les relations avec les corps dont l'appui dans la lutte est primordial, notamment les magistrats, ont été soulignés. L'exhortation à une régulation plus forte du numérique dans l'espace francophone aussi. Pas de journaux dans les kiosques hier mardi en Guinée. Une journée sans presse dans le pays. Une mesure exceptionnelle à l'appel de 5 associations de la presse guinéenne en mémoire d'El Hadj Mohamed Diallo. Ce journaliste a été tué vendredi dernier à Conakry, touché par une balle perdue lors d'affrontements au siège du parti d'opposition UFDG.
La Cour constitutionnelle sud-africaine examinait hier mardi une plainte contre le président Jacob Zuma pour l'obliger à rembourser une partie de l'argent public déboursé pour rénover sa résidence privée en Nkandla. Ses avocats ont fini par concéder qu'il y avait eu des erreurs dans l'interprétation de la loi. En France, les députés ont voté hier mardi soir à une courte majorité l'article controversé inscrivant la déchéance de nationalité dans la Constitution pour les auteurs de crimes et délits terroristes, ce qui laisse augurer d'un vote serré mercredi sur l'ensemble de la révision voulue par l'exécutif après les attentats de novembre. L'article 2 du projet de loi constitutionnelle a été voté avec seulement 14 voix d'avance par 162 voix contre 148 et 22 abstentions. Le républicain Donald Trump et le démocrate Bernie Sanders ont remporté mercredi les primaires présidentielles du New Hampshire. Ils ont remporté donc hier, mardi 9 février, les primaires présidentielles du New Hampshire. Hillary Clinton essuie une première défaite dans une campagne complexe et imprévisible. Sanders a gagné cette primaire du New Hampshire avec plus de 20 points d'avance, avec 59% des suffrages contre 38% pour sa rivale Hillary Clinton. Fin de ce journal. Très bon début de carême pour les chrétiens catholiques. RTI 1, la chaîne qui rassemble.